Bonjour tout le monde, je suis Kevin Dolgan, donc un des fondateurs d'Observia et également un maître de conférence associé à l'IE de Paris et je suis avec ma collègue Marie-Ève. Je te laisse te présenter, Marie-Ève. Bonjour, donc Marie-Ève Laporte, je suis maîtresse de conférence à l'IAE Paris, spécialisée dans l'analyse des comportements. Donc nous allons partager cette présentation et d'abord Marie-Ève va vous parler de l'importance de la diagnostic comportemental. Alors, le problème que l'on rencontre, si tu peux passer au slide suivant, Kevin, s'il te plaît, c'est que en fait, les médecins, pour faire leur diagnostic clinique, ils ont besoin de comprendre les patients et ensuite, c'est sur cette base-là qu'ils font leur proposition de traitement pour le patient. Le problème, c'est qu'en réalité, il y a 50% de non-adhérence. Donc, parmi les patients chroniques, 50% des médicaments qui leur sont prescrits ne sont pas pris, ce qui évidemment met en danger la vie des patients. Alors, par rapport à ça, on pourrait se dire, mais ils sont pénibles, ces patients, à ne pas écouter, à ne pas suivre ce que leur disent leurs médecins. En fait, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste une question de compréhension médicale, ça peut faire partie du problème, mais c'est aussi beaucoup plus large que ça. Donc, ça peut être lié à des problèmes sociaux, à de l'âge, donc tout ce qui est sociodémographique. Ça peut être lié au comportement lui-même. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir une image complète des patients en mélangeant ces trois aspects-là, l'aspect médical, l'aspect sociodémographique et l'aspect comportemental pour être capable de mettre en place le bon diagnostic et surtout qu'ensuite les patients mettent en place le traitement qui leur a été prescrit. Donc ça fait un petit moment quand même que plusieurs chercheurs travaillent sur le sujet. Alors même, ça remonte à très loin, puisqu'Hippocrate disait déjà dans l'Antiquité, il pointait du doigt en fait la faute des patients, dont il disait qu'ils mentaient parfois. Et en fait, c'est quand même assez dur comme constat, mais la réalité est que les patients ne font pas toujours ce qu'on leur demande de faire. Et ils ne le font pas forcément pour les mauvaises raisons. Donc, il est très important de comprendre pourquoi ils n'agissent pas de façon qui serait, enfin, en tout cas, celle recommandée par le médecin et celle qui semble être la plus appropriée pour eux. Donc, il existe différents types de questionnaires pour mesurer ce qu'on appelle l'observance justement médicamenteuse. Donc, l'un des plus connus, enfin l'un des plus anciens, c'est le questionnaire de Moresky qui a été développé en 1986 sur la base de 4 items, puis ensuite de 8 items, et qui se concentre vraiment sur si le patient prend ou pas son traitement. Et puis, il y a d'autres questionnaires ensuite. Donc, parmi les plus connus, il y a le BMQ, Beliefs About Medicine, qui a été développé en 1999, qui est plus centré sur les croyances qui entourent le médical. Et puis, un autre questionnaire développé juste après, en 2000, MARS, Medication Adherence Rating Scale, au départ, qui a été conçu pour les maladies mentales, mais qui ensuite a été étendu à d'autres pathologies. Donc, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a ce problème de non-observance qui est toujours très important, mais on a aussi une révolution digitale qui peut peut-être nous aider justement à solutionner ce problème. Donc, il existe des technologies, notamment tout ce qui est objets connectés, qui ont le gros avantage de permettre de mesurer en temps réel si les gens ou pas suivent leur traitement. Et ça peut être couplé avec une forme de coaching automatique, enfin, en tout cas numérique. Sauf que le problème, on n'est toujours pas sur la cause. On ne sait pas pourquoi les gens ne suivent pas leur traitement avec ce type d'outils. Et puis, il existe aussi des questionnaires qui ont été développés pour réaliser les diagnostics en utilisant ces aspects digitaux. Donc, c'est la prochaine étape des questionnaires. Et en fait, ils se concentrent également sur les raisons qui font que les gens ne suivent pas leur traitement. Mais ils peuvent manquer parfois un petit peu d'interaction et d'engagement. Enfin, c'est une première phase, mais on pense qu'on peut encore
les améliorer pour mieux connaître les raisons qui font que les gens ne suivent pas leur traitement. Et en fait, derrière, la grosse idée, donc, c'est ce que vous présentera Kevin, c'est que ces points-là sont très mis en avant, très utilisés dans d'autres domaines, le domaine des loisirs, comme Amazon ou Netflix, qui sont capables de vous dire, même parfois mieux que vous, ce dont vous avez besoin. Ben, pourquoi pas le faire pour aider les gens à être en meilleure santé? Merci Marie-Ève. Alors, donc, vu la situation actuelle, l'existence des outils qui ont aidé quand même à mieux comprendre le comportement du patient, il y a quelques années, on s'est dit qu'il était temps de passer le cap digital et de créer quelque chose qui est en même temps un genre de questionnaire, mais qui profite des possibilités, qui bénéficie des possibilités qui sont offertes par le digital. Et donc, nous avons créé l'approche qu'on appelle SPUR. Alors, je vais passer un peu de temps pour vous expliquer le raisonnement derrière SPUR, parce que bon, c'est très sympa d'avoir une liste de questions, mais il faut bien voir que le début de tout cela était de regarder la théorie bien établie autour du comportement et notamment autour du comportement dans la santé. Comme Marie-Ève a expliqué, la vraie question ici n'est pas simplement est-ce que le patient suit le traitement ou pas, mais pourquoi il le suit ou pourquoi il ne le suit pas. Quels sont les leviers derrière le patient, sachant que bien sûr, chaque patient est différent et Maria va parler de diagnostic comportemental, mais c'est exactement comme un diagnostic clinique, il faut que ce soit personnalisé. Et donc, il y a quelques années, on a commencé à regarder les différentes théories qui ont déjà été utilisées dans le passé pour comprendre ou essayer de comprendre le comportement du patient chronique en se focalisant sur les maladies chroniques. Au centre de notre réflexion était la théorie du comportement planifié. Donc, la théorie du comportement planifié existe depuis les années 80, a été très fortement utilisée dans le domaine euh, de, du comportement du consommateur et à la base dit que notre comportement, nos décisions autour des idées justement planifiées, à la différence de notre comportement si on tape son orteil contre une pierre, on dit « ah, bon, ça c'est pas tellement planifié ». Mais par contre, prendre son médicament ou pas est quelque chose où on réfléchit. Et que dans ce cas-là, il y a 3 éléments à la base qui sont très importants. D'abord, il y a nos propres croyances par rapport au comportement en question. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer quand je prends ce médicament? Et qu'est-ce qui se passera si je ne le prends pas? Donc, ces croyances nous amènent vers une attitude envers la chose. Et pendant beaucoup de temps, on imaginait que c'était la somme. Enfin, en gros, notre comportement était une fonction purement de ces croyances et de nos attitudes. Ce que la théorie du comportement planifié a ajouté étaient 2 autres choses. D'une part, et également cette question des normes sociales. Nous sommes après tout les animaux sociaux et que l'impact de nos décisions sur notre place dans la société et également sur nos relations avec nos proches, indépendamment de nos croyances en ce qui concerne les conséquences de prendre ou pas les médicaments, que ces idées sociales sont très importantes aussi. Je peux me dire que oui, il est très très bien que je prenne un médicament, mais par contre que ça me met mal à l'aise par rapport à mes proches. Ou à la limite que l'adolescent hésite à utiliser son inhalateur pour prendre son médicament respiratoire parce qu'il ne veut pas que les autres le voient. Donc là, on aborde toutes ces questions sociales. Et troisième élément autour de la théorie du comportement planifié était également cette idée, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je sais correctement injecter mon insuline, par exemple? Ou est-ce que tout simplement j'ai tellement peur des aiguilles? Ou est-ce que je peux accéder aux médicaments? Est-ce que je peux le payer? Est-ce que je peux aller à la clinique pour faire mes examens de diagnostic? Donc il y a ces 3 grandes catégories. Les croyances qui amènent aux attitudes, les normes sociales qui sont subjectives par rapport à l'individu, et puis également mes propres croyances
en ce qui concerne le contrôle que j'ai sur mes capacités à réellement faire le comportement qui m'est demandé. Donc là, c'est la théorie du comportement planifié. Et pendant quelques années, nous avons employé la théorie du comportement planifié pour essayer de mieux comprendre le patient. Et puis on s'est rendu compte, mais il y a beaucoup d'autres théories autour du comportement, et notamment dans la santé. Il y a une théorie qui est très répandue, qui est assez vieille d'ailleurs, cette théorie qui date en réalité au début des années 50, carrément aux États-Unis, qui s'appelle le modèle des croyances autour de la santé, le Health Belief Model. Et ce Health Belief Model est quelque chose de très rationnel et dit que l'individu va regarder le comportement qui lui est demandé. Donc, par exemple, vous, en tant que médecin, vous faites une ordonnance, donc il a un médicament, il est censé le prendre. Et donc, la théorie, enfin, le modèle autour de la croyance de la santé dit que, en gros, je vais faire un genre d'analyse risque et bénéfice autour de cela. Vous me dites qu'il faut prendre du metformine ou un DPP-4 ou de l'insuline. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je vais me dire, OK, si je ne le fais pas, je suis en danger, il y a une menace. Et bien sûr, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous, en tant que médecin, votre attitude envers cette menace, c'est ma perception de la menace en question. Et ma perception de cette menace viendra de deux choses. D'une part, est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que je considère que cette menace est sérieuse ou pas? Et en plus, est-ce que je pense que réellement ça va m'arriver? Donc vous me dites attention, si vous ne prenez pas vos médicaments, ça va aller mal. En réalité, après, une fois que je ne suis plus devant le médecin, je vais me dire, est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça? Je n'ai pas tout à fait compris, par exemple, vous me dites que j'ai un contrôle glycémique qui n'est pas bien, que c'est un peu élevé, il faut quand même faire quelque chose. Autrement, je risque de développer un diabète ou ça risque de s'aggraver. Et peut-être que je ne vous crois pas, peut-être que je crois que vous exagérez un peu sur le risque. Donc ça, c'est le problème de ma perception de la susceptibilité. Et en plus, est-ce que c'est vraiment grave? Alors vous pouvez dire, bah, bien sûr que c'est grave, mais la question c'est est-ce que vraiment le patient perçoit cette gravité? Cette théorie a été développée très fortement autour du tabagisme. Donc si vous imaginez si vous dites à un de vos patients, il faut arrêter de fumer, autrement il peut développer un cancer, bah, lui il va sortir, il va se dire, est-ce que c'est vrai? Moi j'ai mon grand-père, il a fumé jusqu'à l'âge de 94 ans, il est mort d'autre chose. D'ailleurs, c'est la réalité. Et il y a bien des années, je fumais et c'était une des choses qui m'empêchait d'arrêter. J'ai arrêté il y a 20 ans, mais n'empêche. Alors, pourquoi? Parce que pour moi, le problème, c'était que je ne percevais pas la susceptibilité. Je me disais qu'au niveau génétique, ça devait aller. Et puis, deuxièmement, il y a une question de sérieux. Vous pouvez dire, bah, mourir plus tôt avec un cancer est terrible, mais pour un patient qui a 30 ans, l'idée qu'il peut mourir peut-être plus tôt à 75 qu'à 80, peut-être que pour lui, ce n'est pas aussi frappant. Et puis de l'autre côté, il y a ce que je perçois en tant que mes attentes des bénéfices du médicament ou du comportement que vous me proposez. Donc vous me dites de prendre tel médicament, ça va justement vous aider à contrôler votre glycémie. D'accord, mais est-ce que d'une part, réellement, je comprends et je crois complètement dans les bénéfices de ce médicament? Et deuxièmement, il va y avoir des barrières. Est-ce que je vais arriver à m'en souvenir? Si c'est un injectable, est-ce que j'arriverai à m'injecter, etc. Donc, ce modèle-là est purement rationnel. Il imagine, bon, ça vient des années 50 où la plupart des gens pensaient que les êtres humains étaient rationnels. On a appris depuis que ce n'est pas toujours le cas. C'est purement rationnel, mais ça aide à bien comprendre la réflexion du point de vue rationnel. Donc, nous, il y a quelques années, on s'est dit, bah, c'est intéressant parce que dans le cas de la santé, d'une part, si on se limite à l'utilisation du Health Belief Model, on se limite au rationnel et on sait bien que les gens ne sont pas toujours rationnels. Mais par contre, il y a une partie rationnelle dans la théorie du comportement planifié. Et justement, ce modèle des croyances sur la santé peut venir informer la partie rationnelle de la théorie du comportement planifié. Également, en tout ce qui concerne les normes sociales, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal
d'études qui ont été faites et pas mal de recherches qui ont été faites justement autour de ce qui est important, particulièrement important dans le domaine de la santé, notamment autour de l'observance. Et donc, on a commencé à détailler un peu plus ce côté de normes sociales dans le cas des patients chroniques. Et puis dernièrement, il y a, pas dernièrement, mais quand on regarde la question de contrôle, et également, dans le cas de la santé, on parle de self-efficacy. Euh, je ne sais pas le terme en français, peut-être que Marie-Ève sait comment traduire self-efficacy en français. Mais de toute façon, il y a pas mal de recherches qui est fait autour des croyances des individus en ce qui concerne le contrôle et ce qui peut venir justement, pratiquement, empêcher quelqu'un de suivre les médicaments. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a un réel problème de coût parce que le coût des médicaments entièrement ou partiellement euh, payé par le patient. Donc, chaque pays est un peu différent. Donc, on a C'est nos trois. Oh, pardon, vas-y. l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, j'aurais dû imaginer. Voilà, donc l'auto-efficacité. Et donc, heureusement, il y a pas mal de recherches qui a été faites autour de ces grands domaines. Et puis, tout cela, également, il y a des effets qui sont directement, disons, psychologiques et qui ont été bien étudiés aussi autour de ces problèmes de comportement en ce qui concerne l'observance. Et notamment, il y a trois grands domaines. Il y a d'une part des problèmes d'identité. Il y a des gens qui ont du mal à assumer l'identité même du patient, ou le fait qu'il souffre d'une maladie chronique. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais par exemple, dès le moment que vous faites un diagnostic, vous dites à un patient, vous avez un diabète, il devient diabétique. Donc on ajoute quelque chose à son image de soi, à sa perception de soi-même, qui peut être problématique pour certains patients. Également, il y a une question de projection dans le temps. Pour certains, il y a ce qu'on appelle un discounting des bénéfices futurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous dites à quelqu'un, si vous arrêtez de fumer, vous allez vivre plus longtemps. Pour certaines personnes à l'âge de 30 ans, c'est très important. Pour d'autres, c'est complètement abstrait, c'est trop loin. Et donc, il y a cette question de projection dans le temps. Et puis, dernièrement, il y a ce problème de réactance. À la différence de beaucoup d'autres comportements, nous sommes dans une situation où la personne en question n'a pas décidé, il n'y a personne qui a envie d'être malade et prendre un médicament. Ça lui est imposé. Et ça peut être plus ou moins lourd pour l'individu d'avoir un médecin qui lui dit, vous êtes maintenant censé de faire quelque chose. Donc, on se trouve dans une situation de réactance où, pour certains, ils n'aiment pas du tout suivre les recommandations et encore plus les prescriptions des médecins. Surtout les Français, je dois dire. Donc, et je dis ça, je suis français maintenant et en plus j'ai épousé une Française. Donc, d'ailleurs, Gérard Réac, que vous connaissez peut-être, a fait beaucoup de recherches autour de l'impact de la réactance, justement, dans le comportement des patients diabétiques. Donc, tout ça ensemble, ça amène à un comportement d'observance ou de non-observance. Et pendant quelques années, voilà le modèle qu'on employait, un genre de Grand Unified Theory du comportement du patient. Et on s'est rendu compte que c'était difficilement communicable. C'était un peu compliqué. Donc, derrière ce qu'on utilise aujourd'hui, le modèle SPUR, en réalité, il y a ce modèle, il y a ce schéma. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait communiquer plus facilement parce que tous ces différents leviers peuvent être catégorisés dans 4 grandes catégories. Et ces catégories sont les éléments sociaux, c'est-à-dire comment mes relations avec les autres, que ce soit au niveau de la société dans son ensemble ou avec mes proches, les gens que je connaisse, à quel point ça va influencer mon comportement en ce qui concerne ma santé. Ensuite, il y a tout ce qui est personnel ou psychologique, c'est-à-dire les facteurs, les éléments psychologiques qu'on a vus, la réactance, les bénéfices futurs et l'identité. Ensuite, il y a tout ce qui est utilisation, usage, tout ce qui était pratique autour de l'auto-efficacité. Est-ce que je suis capable de suivre le traitement? Est-ce que je peux le payer? Est-ce que je vais l'oublier malgré moi? Donc, ces éléments de contrôle. Et puis, dernièrement, il y a effectivement le côté rationnel
qu'on analyse par le modèle des croyances autour de la santé. Et donc, le modèle SPUR, en réalité, consiste de ce grand schéma, mais catégorisé dans ces 4 grandes catégories. Donc, ça nous a amené à dire, il nous faut, pas un questionnaire, mais un outil interactif où on va justement essayer d'explorer l'importance de ces différents facteurs pour chaque individu. Et d'emblée, on s'est dit, il y a beaucoup de choses ici. Et ça peut être très lourd. Et donc, on va bénéficier, effectivement, comme on disait, de la possibilité, bénéficier des possibilités qui nous sont offertes par l'interaction digitale pour faire un outil qui est interactif. C'est-à-dire où on a une conversation avec le patient, mais qui est divisée en 3 niveaux. Donc d'abord, on va donner 4 petits mini-cas à un patient. On va dire, tiens, euh, 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 comme vous, Hélène a été diagnostiquée avec un diabète, voilà ce qu'elle pense. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Et donc, poser juste 4 petits mini-cas. Et suite à ces 4 petits mini-cas, déjà, on va commencer à avoir une idée du risque de non-observance de la personne qui répond. Si on trouve que la personne a un risque qui est très faible, on peut arrêter, on peut dire félicitations. On donne du feedback déjà digital, automatique, et donc la personne peut dire ok, très bien, et est rassurée dans ses bonnes attitudes. Sinon, si on se rend compte qu'éventuellement il y a un risque, on voit dans quel domaine, dans ces 4 grands domaines social, psychologique, etc., lequel de ces catégories pose problème. Et on peut ouvrir par la suite les items qui sont spécifiquement autour de ce problématique, pour qu'on puisse permettre d'avoir quand même pas mal d'items et des questions, mais qui sont pratiquement jamais ouverts pour tout le monde. On va juste se focaliser sur les éléments qui posent problème pour l'individu. On donne du feedback à deux moments dans tout cela. Donc déjà après les 4 premiers items. Et ensuite, une fois que la personne a répondu à des questions éventuelles ou à des items éventuels qui suivent, on donne un deuxième feedback où on le félicite de ses bonnes attitudes et où on suggère comment cette personne peut essayer d'avancer au niveau comportemental afin de pouvoir améliorer sa propre santé. Souvent aussi, si un prescripteur qui est présent, le prescripteur peut avoir du feedback par rapport au patient en disant attention, ce patient représente un risque comportemental et voilà pourquoi. Et donc, voilà ce qu'on vous conseille de faire par rapport à comment engager avec ce patient afin de pouvoir donner du feedback qui pourra l'encourager dans son comportement vu sa situation à elle. Donc, c'est ça l'idée derrière le questionnaire SPUR. Donc, on le présente comme un outil pour le patient. Et souvent dans ce feedback, ce qui se passe, c'est qu'on va dire, OK, voilà votre situation, telle qu'on le comprend. Est-ce que ça vous semble d'être juste? Et dans la quasi-totalité des cas, les gens trouvent que c'est effectivement juste la description qu'on donne. Et puis, on va pouvoir dire, vous savez, vous n'êtes pas seul. Il y a à peu près un tiers des patients qui ont des situations comme vous. Et en plus, dans ce cas-là, à travers ce système de vignettes pour ces premiers cas où, par exemple, on donne Paul, et Paul me dit je viens juste de commencer un traitement injectable, et moi je suis inquiet parce que je pense que ça peut changer mes relations, etc. Et on me demande à réagir par rapport à ça. Et au fait, on fait ça pour beaucoup de raisons. D'une part, souvent, on a des réponses qui sont plus exactes et plus justes que si on dit qu'est-ce que vous pensez de X, Y ou Z. Mais surtout que le patient, dans ce cas-là, il a déjà vu un exemple de quelqu'un d'autre qui, lui aussi, il est parfois un peu inquiet. Et en réalité, on a du feedback de la part des patients qui indiquent qu'ils trouvent ça en soi très utile. Ce qui est très encourageant parce que ce n'est pas simplement. C'est assez rare que le processus de questionnaire même provoque du feedback positif de la part de l'utilisateur. Donc,
dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe avec le sport? C'est qu'il y a en réalité 4 choses qui sortent du sport. Il y a d'une part, on calcule le risque de non-observance. Donc le patient va passer par le sport. En général, il faut 4 à 6 minutes pour le patient de faire cette interaction digitale. Par la suite, on peut calculer un risque de non-observance. On peut calculer un niveau de soutien dont il a besoin. Ce qui n'est pas forcément la même chose. On peut avoir quelqu'un qui a un risque d'observance relativement faible parce que justement, il va faire ce que le médecin lui a demandé de faire, mais il n'est pas à l'aise avec. Et dans ce cas-là, il a besoin de soutien. Il est moins à risque, mais besoin de soutien. Ensuite, on comprend les leviers. Pas simplement il est à risque ou pas, mais pourquoi? Est-ce que c'est plutôt du côté social? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'il a du mal à, à accéder au traitement? Donc, il peut y avoir beaucoup de raisons différentes et on a une idée, et bien sûr, il peut y avoir n'importe quelle combinaison de ces différents leviers. Donc, on finit par avoir une compréhension plus complète de qu'est-ce qu'il y a derrière le risque comportemental du patient. Et bien sûr, pour le patient a du feedback qui est 100% personnalisé et éventuellement, son prescripteur aussi, s'il a accès à son portail par rapport au patient, il peut avoir des conseils de comment bien engager avec le patient.